Chaque année au mois de juin, le printemps asiatique bat son plein à Paris jusqu'au 16 de ce mois. Les plus grands musées, les plus spécialisés des galeries d'art, les grandes maisons de vente aux enchères de la capitale y participent et l'objectif est d'inviter que ce soit les amateurs, les collectionneurs à découvrir des artistes et des œuvres remarquables venus d'Asie. Bonjour Christophe Yoko, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cet événement culturel conçu en quelque sorte sur le modèle de l'Asia Week à New York ou même de l'Asian Art de Londres. Là, c'est à Paris, devant un public conquis ou qu'il faut encore conquérir? Écoutez, il y a les deux. Et notre objectif, c'est surtout, je dirais, à Paris, il y a déjà un public très conquis, parisien et français, mais également que Paris devienne vraiment le centre international pour l'art asiatique et donc d'amener chaque année davantage de collectionneurs étrangers à cet événement. Et ce qui a été clairement le cas depuis le 7 juin où cet événement a commencé. Alors, il a commencé à la Pagode. C'est un monument unique à Paris, un lieu historique. Que s'y passe-t-il, par exemple? C'est un lieu historique parce qu'en fait, l'antiquaire, sans doute, qui a été le plus important dans l'histoire de l'art asiatique, avait créé en fait cette pagode. C'est Citilou, qui était un antiquaire d'origine chinoise, comme son nom l'indique, et qui a essaimé à travers le monde toutes les œuvres qu'il présentait. Donc c'est vrai que c'est un endroit emblématique et il était intéressant de réunir dans ce lieu un certain nombre d'antiquaires français et internationaux, mais sans oublier également les très nombreuses galeries. On a près de 30 galeries qui participent à cet événement. Alors justement, un printemps asiatique a fait qu'à chaque jour son programme. Je prends par exemple aujourd'hui l'art indien qui est mis à l'honneur à Guimet. Demain, place aux grandes maisons de couture. Oui. Dior, Yves Saint Laurent, Guerlain, de l'influence de l'Extrême-Orient sur elle. Et puis mercredi, place aux collections d'instruments asiatiques à la Philharmonie. En gros, c'est extrêmement varié pour un public extrêmement large. Comment monte-t-on un tel programme sur 10 jours seulement? Bon. Non, vous avez raison de mentionner ces événements et vous avez raison de dire que c'est un événement d'abord culturel, c'est un événement d'abord de partage. Il y a une dimension qui est marchande aussi, mais je dirais dans notre métier d'antiquaire, ce que nous faisons avant tout, c'est de partager une passion, partager des objets également lorsque nous les vendons. Et nous tenions justement à proposer à tous ces collectionneurs et amateurs d'art asiatique un programme important qui était bien évidemment ces 29 galeries qui exposent, les maisons de vente qui y participent, les 13 musées aussi qui participent à l'événement, mais également toutes ces conférences, tables rondes, visites. Et pour vous donner un peu une idée et des chiffres, on a plus de 40 événements qui se passent pendant ces 10 jours et nous avons déjà plus de 1000 inscrits. Donc ça montre bien que spontanément, il y a un attrait, un intérêt pour apprendre davantage, parce que c'est l'objectif dans l'art asiatique. Comment se porte justement le marché de l'art asiatique aujourd'hui ? Le marché de l'art asiatique, dans les différents domaines, je dirais, continue à se développer, parce que d'abord, c'est un marché très international, avec bien évidemment de grandes spécificités, parce que lorsqu'on parle d'art asiatique, on va parler d'art japonais, on va parler de l'art qui va intéresser davantage les Chinois. Donc, un marché très international, qui continue à se développer. Je dirais que le souci, puisqu'on parle quand même beaucoup d'art ancien, en particulier au printemps asiatique, c'est la raréfaction des œuvres. Mais ça, je dirais qu'en même temps, nous, antiquaires... Parce qu'elles sont de plus en plus remises au musée aussi. Oui, remises au musée. Heureusement, il n'est plus question, comme il y a peut-être une centaine d'années ou une cinquantaine d'années, d'avoir des œuvres qui sortent des pays concernés. Toutes ces œuvres viennent de collections occidentales, pour l'essentiel, que nous présentons. Alors là, on parle de l'art asiatique. Comment se porte le marché asiatique de l'art? Parce qu'il y a une nuance, c'est pas pareil. L'art contemporain se vend énormément en Asie. Ouais. C'est même devenu la première plaque tournante de l'art contemporain. Pourquoi ? Pourquoi tout se passe là-bas? Ou en tout cas une grande partie? On a, si on parle par exemple de la Chine, ça fait maintenant de très nombreuses années avec le développement économique de la Chine que les Chinois s'intéressent à leur culture, s'intéressent à leur passé, s'intéressent à leurs œuvres et donc ont été des acheteurs très très importants depuis de nombreuses années. On le voit par exemple avec l'Inde également. Moi qui suis dans le domaine justement de l'art indien, j'ai de plus en plus de collectionneurs indiens qui s'intéressent à ce que nous présentons. Le Vietnam, c'est le même cas. Qui s'intéressent à l'art contemporain en général, qu'il soit occidental ou qu'il soit... À l'art contemporain, bien sûr, asiatique. Tout à fait, mais également à l'art ancien, qui est quand même un des éléments majeurs de notre événement.
Merci beaucoup Christophe Yoko d'être venu pour nous parler donc de ce printemps asiatique du 7 au 16 juin. Surtout, ne manquez pas l'événement si vous habitez Paris ou si vous êtes de passage en tant que touriste et que vous vous intéressez à l'art asiatique en général. Merci beaucoup Monsieur Yoko d'avoir été avec nous. Merci.